Mesdames, Messieurs, nous nous sommes sans doute déjà vus ce matin, mais sinon, bonjour à ceux qui n'étaient pas là ce matin. Bienvenue à cette dernière table ronde de notre première journée du printemps des compétences et des métiers à venir. Bienvenue également à tous ceux qui sont avec nous à distance, puisque notre table ronde est diffusée en streaming sur les chaînes YouTube d'Universcience et de Centre Info. Alors pour cette séquence, dont le nom est à lui seul finalement emblématique de notre événement, j'ai vraiment le plaisir d'accueillir, même loin, 5 invités qui ont des clés de réponse tout à fait différentes et très complémentaires à la question des métiers et des compétences à venir. Alors, nous aurons dans notre table ronde un regard national intersectoriel avec Marine Grimoldi qui est au centre de la table et qui travaille à France Compétences. Nous aurons une connaissance fine au niveau national des métiers et activités de l'industrie, avec Sosen Ayari-Pouliquin de l'UIMM et qui est coordonnatrice de l'Observatoire des métiers de l'industrie. Et puis nous aurons aussi 3 acteurs en prise directe avec les salariés et les futurs salariés. Donc Dominique Fèvre-Pierret, qui est à côté de André et qui est conseillère à la présidence de l'ANFA, qui est l'organisme dont la mission est d'assurer la formation de la branche de la réparation automobile et cycle. À l'extrémité et à côté de Sosen, nous avons Charles Aybar, qui est chef de projet de TP Demain, créateur, diffuseur de ressources dans le secteur du bâtiment, travaux publics et de bien d'autres choses dont il nous parlera, et André Doden, qui est plus près de moi, qui est directeur des formations de l'Industrie, un organisme de formation qui a été créé et qui est financé par la Fondation Total Énergie. Donc il nous parlera plus en détail de son public et des jeunes de 18 à 30 ans qui l'accueillent pour les préparer au métier de l'industrie. Sur la problématique métiers et compétences à venir, est-ce que quand on parle de cette expression, on parle plutôt des métiers ou de compétences inconnues encore à l'heure dont on parle? Alors, où nous parlons? Est-ce qu'on parle de métiers émergents? Est-ce qu'on parle de métiers en transformation, douce, plus brutale, plus rapide? En fait, un peu de tout cela, parce que vous verrez que rien n'est ni blanc ni noir, que certains secteurs sont peut-être plus avancés que d'autres, ou plus en but, je dirais, à des difficultés qui ont été annoncées ou qui ont déjà accompli un certain chemin. Et comme nous parlerons d'emploi, nous ferons aussi un pas de côté du côté des métiers en tension, c'est-à-dire tous ces métiers où l'offre ne rencontre pas assez de demandes, et nous irons aussi du côté des métiers qui recrutent aujourd'hui. Notre échange pendant 1 heure va s'organiser autour de 3 séquences. La première séquence, c'est la réponse à la question que j'ai posée à chacune et chacun des intervenants. Quels sont les enjeux qui sont portés par chacun de vos organismes et de vos structures pour ce qui concerne les compétences et les métiers à venir? La deuxième séquence, quelles sont les réponses les plus emblématiques que vous apportez à ces enjeux? Et la troisième séquence, c'est la façon dont vous préparez dès aujourd'hui vos publics ou les publics, des publics plus élargis à ces métiers et ces compétences nouvelles. Alors, je vais commencer à poser cette première question des enjeux à Marine Grimoldi, puisque Marine travaille à France Compétences, qu'elle est à France Compétences en fait à la direction de la certification professionnelle et qu'elle est responsable plutôt de l'observation des métiers émergents et en évolution. Tout à fait, oui. Donc, France Compétences, qui est France Compétences? En 2 mots. C'est l'opérateur de régulation du secteur de la formation professionnelle en France. Parmi ces leviers d'action, France Compétences gère l'enregistrement des certifications professionnelles aux répertoires nationaux. Dans l'atelier précédent, a de nombreuses fois été cité le RNCP, le répertoire national des certifications professionnelles. Donc ça fait partie des répertoires nationaux. Et il y en a un deuxième, et il a été cité également, c'est le répertoire spécifique. Le premier plus sur des aspects métiers,
et le second plus sur des aspects compétences complémentaires et transversales. Vous aurez tout le loisir d'aller les voir sur le site de France Compétences. On va s'attarder un petit peu plus aujourd'hui sur effectivement les métiers en particulière évolution et en émergence. Le RNCP, tout d'abord, il recense des certifications professionnelles. Alors, rapidement, les certifications professionnelles, c'est un terme générique pour dire diplôme. Diplôme, titre professionnel, titre à finalité professionnelle, titre tout court. Enfin voilà, il y a tout un vocabulaire. Certification professionnelle, c'est le terme générique et qui est indiqué dans la loi. Et ce répertoire, en fait, il va recenser les certifications professionnelles qui émanent tant du secteur public, donc des grands ministères type Éducation nationale, ministère de l'Enseignement supérieur, ministère du Travail, et de l'écosystème privé, donc des branches professionnelles, des fédérations professionnelles et des écoles privées. Deuxième point, c'est que ce répertoire national, il va aussi recenser l'offre sur tous les niveaux de qualification. Donc, cette journée est européenne. Les niveaux de qualification sont en lien, sont en adéquation avec le cadre européen des niveaux de qualification, donc du niveau 2 jusqu'au niveau 8. Il y a des exemples qui ont été cités tout à l'heure. Le niveau 3, ça équivaut par exemple au CAP, le niveau 5 au BTS, niveau 6 licence ou bachelor, par exemple. Et donc, ça a vocation aussi à permettre une meilleure mobilité des personnes intracommunautaires, niveau intracommunautaire. Donc, c'est un cadre qui se veut intégrateur. Un des aspects de la loi de 2018, donc, ce qui a été cité aussi ce matin, la fameuse révolution copernicienne, ça a été de pouvoir rapprocher, de pouvoir faire converger, donc ça a été dit ce matin comme étant un vrai enjeu, donc la personne de l'OCDE, avoir une bonne adéquation entre le système de formation, le système de certification professionnelle et le besoin des professionnels, des entreprises et besoins en compétences. C'est dans ce cadre-là que France Compétences travaille sur les métiers émergents et en particulier évolution pour justement faire en sorte que l'offre de certification ne soit pas en retard, autant que faire se peut, qu'elle soit en phase, qu'elle soit vraiment en prise avec les besoins professionnels des entreprises, des employeurs. Pour ce faire, chaque année, il y a un appel à contribution qui est envoyé, qui est adressé aux branches et aux fédérations professionnelles, dont on a des représentants ici dans cette table ronde, puisque c'est bien en se basant justement sur, par exemple, les observatoires, sur ce que peut... sur les dialogues qui peuvent avoir lieu entre les branches et les grands comptes, les entreprises, au plus près du terrain, pour pouvoir faire remonter à France Compétences des métiers qu'ils auraient identifiés comme émergents ou en particulier évolution. Et donc ça, en fait, ça permet de répondre à un double enjeu. Le premier, c'est celui d'avoir pour les personnes une reconnaissance, puisque c'est là aussi un des objets de cette journée, une reconnaissance de leurs compétences, une reconnaissance par l'État de leurs compétences, nouvelles compétences sur des nouveaux métiers, et aussi pour les employeurs d'avoir un signal de qualité pour leur recrutement. Voilà donc un des enjeux portés par France Compétences sur ce travail-là. Merci Marine. Et tout à l'heure, je vous demanderai de nous caractériser un peu davantage ces métiers émergents dont vous venez de nous parler à l'instant. Sosen Ayari-Pouliquin, que représentent les enjeux aujourd'hui pour l'UMM, qui est une grosse partie de l'industrie, et un périmètre sectoriel national? Je vais reprendre des mots-clés que Marine vient de citer en mentionnant le rôle des branches professionnelles et des fédérations économiques dans ce champ large de la certification. Donc une branche professionnelle, effectivement, qu'est-ce que c'est? On en entend beaucoup parler, mais c'est une définition qui est parfois méconnue. C'est un espace qui s'est constitué historiquement comme un espace de dialogue entre les employeurs et les organisations syndicales de salariés. Il y a deux rôles principaux. C'est un espace de dialogue et c'est un espace de négociation. Donc il y a de la concertation et il y a de la négociation autour des conditions de travail, mais également autour justement de cette connaissance que les employeurs ont des métiers, des besoins
qu'ils expriment pour déployer leurs activités industrielles. Et de l'autre, les syndicats de salariés qui également portent les enjeux des personnes qui travaillent ou qui vont travailler dans l'industrie. Donc l'UIMM, c'est l'Union des industries des métiers de la métallurgie. Comme vient de l'indiquer Françoise, grosso modo, ça représente la moitié de l'industrie en dehors de l'agroalimentaire. Donc c'est approximativement 1,5 million de salariés, 42 000 entreprises. Et donc ça nous donne un champ d'observation en tant que branche qui est large et donc qui permet effectivement d'aborder la question de ces métiers qui sont existants pour nous, mais dont les compétences peuvent évoluer dans le temps. Et c'est ce sur quoi on s'attache donc à mener des actions. Donc moi, je coordonne l'Observatoire paritaire des métiers de la métallurgie. C'est un organe paritaire, donc on travaille avec les syndicats de salariés pour définir nos défis et définir également les réponses que l'on souhaite avoir en tant que branche professionnelle pour relever les défis des compétences et des métiers de demain. Pour résumer, mais on en a déjà beaucoup parlé aujourd'hui, les défis sont connus. Nous, de manière concertée, on en a défini 4 grands défis pour la branche de la métallurgie, qui sont à la fois le défi de l'industrialisation dans les territoires, tout en étant inséré dans un jeu de la mondialisation qui n'est pas à oublier, même si on s'intéresse à notre périmètre France. On a également nommé le défi, évidemment, de l'écologie et puis plus précisément de la décarbonation, puisque l'industrie, c'est à la fois est porteur d'innovation technologique pour répondre à cette décarbonation, mais il y a également des enjeux évidents pour décarboner ces process et répondre aux enjeux écologiques de demain. Troisième défi, les mutations technologiques. On a parlé d'IA. L'IA, ça vient de l'informatique, mais ça a des applications depuis des décennies dans l'industrie. Donc l'IA est une technologie parmi d'autres. On s'attache à définir également ces défis. Et enfin, celui qui nous réunit aujourd'hui, le défi des compétences. Donc des compétences au bon endroit, au bon moment pour les entreprises qui en ont besoin. Et également, comme l'a dit Marine, un niveau de qualification et de reconnaissance également de ces qualifications qui doit être dans un système à la fois lisible et pérenne. Et Saucène, quand on a préparé cette table ronde, vous disiez que vous n'étiez pas particulièrement attaché à l'expression métier émergent, mais peut-être plus, plus à la question des compétences critiques. Oui, j'ai commencé à le dire. Nous, en tant qu'acteurs représentants du monde économique, on observe un foisonnement de termes, donc métier en tension, métier émergent, métier en création, métier en recul, métier en disparition, et la liste peut être longue. Tout à l'heure, on a commencé à parler de nomenclature, différentes nomenclatures de métiers, des dictionnaires de compétences qui sont créés. Pour nous, en tant que représentants des entreprises, et pour que les entreprises se saisissent de ce système de la formation professionnelle, il faut que ça soit compréhensible. Donc les métiers émergents, on peut avoir les débats sur ce que ça veut dire l'émergence d'un métier quelque part, à quand il est émergent, quand est-ce qu'il devient un métier établi. Donc pour nous, c'est pour ça qu'on s'attache plutôt au niveau des compétences, à identifier les compétences qui, elles, sont ou seront nouvelles, et du coup identifier les blocs de compétences nécessaires pour atteindre ces nouvelles compétences. Et il y a effectivement des métiers émergents, on pourra en citer, et la filière automobile en connaît tout particulièrement. Et ils sont d'ailleurs présents dans les listes des métiers de France Compétences. Mais il ne faut pas oublier l'ensemble des métiers industriels, et vraiment les métiers traditionnels, c'est la clé de voûte de l'industrie de demain. Donc c'est pour ça que notre discours est
et plutôt sur les compétences critiques et les compétences à appréhender pour l'avenir. Merci pour avoir posé ce cadre. Je pose la question à Dominique Fèvre-Pierret. Je parlais d'échéance tout à l'heure. Voilà une branche pour laquelle une échéance a été posée de façon très précise, puisque au niveau européen, on a annoncé la fin de la vente des véhicules thermiques neufs au 1er janvier 2035, avec les conséquences assez fortes pour tous les salariés de votre branche. Donc, dites-nous un peu comment vous vivez cette urgence de transformer ou non, finalement, l'activité et les compétences des salariés. Oui, alors, pour faire écho effectivement à SOCEN, donc on est directement confronté à l'électrification du parc automobile. Donc notre secteur, c'est l'ensemble des services qui sont liés aux 4 véhicules, l'automobile, le camion, le vélo et la moto. Et donc les 4 véhicules sont concernés par l'électrification. Ça représente un demi-million d'actifs et un peu plus de 170 000 entreprises qu'il va falloir accompagner dans cette mutation. Mais c'est vrai que si les ventes de véhicules électriques sont importantes, à peu près un véhicule sur 2, pour l'instant, en termes de maintenance automobile ou de maintenance de 2 roues motorisées ou de camions motorisés, en fait, ces véhicules électrifiés ne représentent que 2% des entrées d'ateliers. Donc, en fait, on est dans une évolution, une adaptation à de nouvelles compétences pour l'ensemble de ces métiers. Et quand je dis l'ensemble de ces métiers, ce n'est pas uniquement vendre des véhicules ou réparer des véhicules, mais c'est également préparer son permis avec un véhicule électrique, louer une voiture, se stationner, se servir du carburant, et puis également, en fin de vie, recycler des véhicules. Et là, effectivement, c'est l'ensemble des métiers concernés par l'électrification de ces véhicules. Bon, et on abordera effectivement un peu plus tard comment est-ce qu'on aborde cet accompagnement. Merci beaucoup, Charles Ayvar, pour TP Demain. Vous avez travaillé depuis longtemps, avant le Covid, sur la transformation des métiers du bâtiment et des travaux publics, en fait. Donc, je vous laisse nous dire comment vous avez vu et comment vous voyez ces transformations. Alors, en préambule, juste bien refaire la distinction entre bâtiments et travaux publics, puisqu'en France, il est habituel de parler du BTP, mais le bâtiment, ça n'est pas les travaux publics, et réciproquement, même si dans l'esprit de beaucoup de personnes, tout ça fait partie du grand domaine de la construction. C'est important de faire la distinction parce que vous allez vite comprendre l'impact des travaux publics sur les branches qui sont représentées autour de cette table ronde. Un bâtiment, c'est là où on se trouve. Nous sommes dans un bâtiment, vous habitez dans un bâtiment, vos enfants vont à l'école dans un bâtiment, vous allez à la piscine dans un bâtiment. Enfin, on passe notre temps à aller dans des bâtiments. Les travaux publics construisent toutes les infrastructures qui vous permettent, qui nous permettent d'aller d'un bâtiment à un autre. Et il y a un moyen de bien identifier ce que sont les travaux publics, et vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur ce point en préambule à tout ce que je vais raconter derrière. C'est que si vous supprimez, si vous faites l'exercice intellectuel de supprimer les infrastructures publiques, il n'y a plus de route, il n'y a plus d'eau potable. Donc vous faites une croix sur vos robinets, dans la salle de bain, dans les toilettes, dans la cuisine. Il n'y a plus d'électricité. Donc il n'y a plus rien quand vous appuyez sur l'interrupteur. Il n'y a plus d'assainissement. Donc vous réinstallez vite fait des toilettes sèches dans le fond du jardin parce que sinon ça va être compliqué dans la maison. Et vous n'avez plus d'Internet parce que bien évidemment il n'y a pas de fibre optique, il n'y a pas de Wi-Fi. Donc vous supprimez les travaux publics et notre monde, par cet exercice intellectuel, se transforme au choix en le Moyen-Âge ou The Walking Dead pour les fans de la série. Je dis ça, vraiment, j'insiste un peu sur le ton de l'humour, mais ce n'est pas anodin du tout, parce que si vous supprimez les travaux publics, eh bien l'industrie va avoir du mal à fonctionner. Les transports, j'en parle même pas, parce que votre problème, ce ne sera pas de savoir comment vous allez réparer les véhicules électriques, ce sera déjà de savoir quel dispositif de pneus vous allez leur mettre pour que ça roule sur des endroits où il n'y a pas de route. Donc les travaux publics, c'est la branche professionnelle qui construit toutes les infrastructures indispensables au fonctionnement de notre société
thermo-industrielle. Et donc, pourquoi je raconte ça? Parce que le changement climatique, aujourd'hui, et alors là, c'est du pain béni pour moi, l'actualité, n'est-ce pas, en ce moment, l'actualité est en plein dedans, le changement climatique est en train d'affecter, et tout le monde n'en a pas forcément conscience, en train d'affecter plus ou moins brutalement les infrastructures publiques. Je devais venir ce matin en covoiturage de la Normandie où j'habite. Bon, ben, mon covoitureur m'a dit hier soir, écoute, il y a eu un truc sur la 13, là, donc il vaut mieux que tu prennes le train. Donc je suis venu en train. Il y a 15 jours, à Dubaï, ils se sont pris, parce qu'ils ont joué avec la géo-ingénierie, là, ils se sont pris 2 ans de pluie en 24 heures. J'ose pas imaginer l'état des réseaux et ce que ça va leur coûter comme milliards de réparation de tout ça. Donc, dans un monde fortement, de façon croissante, affecté par les modifications du climat, les premiers à en payer le prix et à prendre les chocs, ça va être les infrastructures publiques. Et si ces chocs, nous, entreprises de travaux publics, nous ne sommes pas en capacité de les réparer rapidement, de faire évoluer et d'adapter les infrastructures pour qu'elles soient plus résistantes et plus résilientes, eh bien, toutes les activités économiques qui se servent de ces infrastructures pour fonctionner, toutes ces activités économiques, du jour au lendemain, s'effondrent. Donc l'enjeu pour nous de faire évoluer les compétences de nos entreprises et de nos opérateurs pour construire autrement, de façon à limiter notre part dans les causes du changement climatique, et en particulier l'empreinte carbone. Donc construire autrement, construire de façon plus résiliente, avec moins d'impact sur les écosystèmes, parce que les écosystèmes sont des puits de stockage. Construire en utilisant moins de ressources, bah oui, parce qu'il y en a de moins en moins, et en particulier moins d'eau, parce qu'on ne construit pas sans eau. Donc, toutes ces nouvelles approches de la construction, toutes ces nouvelles compétences dans la prise de conscience de ce qui est en train de se jouer, aujourd'hui, c'est en train de révolutionner la branche. Donc, voilà le sujet et voilà l'enjeu pour ce qui concerne les travaux publics directement, mais indirectement pour vous tous, mesdames et messieurs, autour de cette table, dans notre vie professionnelle comme dans notre vie privée. Parce que je préfère vivre dans une habitation où il y a de l'eau courante, de l'électricité. Bon, le Wi-Fi, c'est pas encore vital. Et au moins une route pour arriver chez moi, plutôt que de vivre dans la petite maison dans la prairie. Voilà, en préambule, sur les enjeux. Merci beaucoup. Donc, ce sont des compétences et des compréhensions des phénomènes et de l'impact de la transition climatique qui sont importants. Oui, tout à fait. Les compétences sont exactement liées à la compréhension des enjeux sur la transition écologique liée aux impacts du changement climatique. Et puis derrière tout ça, pour s'adapter à ce monde qui bouge, parce que le climat bouge et bouleverse beaucoup de choses, il y a des méthodes à revoir, des méthodes de travail à revoir, il y a des matériaux de construction à utiliser différemment, il y a de nouveaux matériaux à utiliser. C'est toute une branche qui aujourd'hui se repense de A à Z. Et donc ça nécessite non pas l'émergence de nouveaux métiers, mais vraiment de nouvelles compétences sur des métiers qui existent déjà. Parce qu'on va continuer de construire des routes à peu près de la même façon. À peu près. Merci beaucoup. André Donden, vous êtes directeur des formations de l'Industrie. Vous avez un organisme de formation qui est ouvert à des jeunes de 18 à 30 ans. Et vous leur proposez de se former à des métiers industriels avec en ligne de mire l'employabilité à la sortie de formation. Et vous me disiez, compétences plutôt que métier. Métier, oui, mais compétences aussi. Donc, je vous laisse la parole. Eh bien, merci. J'ai besoin de vous quatre pour mon organisme de formation, aussi bien l'ETP que les métiers industriels, que la reconnaissance aussi de certification et des véhicules et du transport. Donc, plaisanterie mise à part, effectivement, quand on a souhaité créer l'Industrie, qui s'est ouvert il y a 4 ans maintenant, nous avons regardé quels étaient les métiers du monde industriel,
non pas émergents, et là je vous rejoins puisque je ne sais pas trop ce qu'est finalement un métier émergent, mais plutôt quelles étaient les compétences qui manquaient, sur lesquelles il y avait un besoin cruel de personnes avec les compétences adéquates en fonction du ou des métiers qui étaient proposés. Donc quand on a créé nos formations, on s'est basé sur quelles sont les compétences pour lesquelles il y a ce manque et comment faisons-nous l'appairage entre des jeunes qui sont en situation de recherche d'emploi, qui globalement sont intéressés par le monde industriel, mais qui n'arrivent peut-être pas à y rentrer dedans aussi facilement qu'on peut le laisser transparaître. Notre spécificité, c'est de les accueillir, nous, tout au long de l'année. Donc, globalement, on a des jeunes qui sont arrivés pas plus tard qu'il y a 3 semaines, d'autres qui arrivent dans 15 jours. Et donc, ça leur permet de pouvoir toucher du doigt ces métiers dits industriels. Alors, on travaille, certes, sur les compétences métiers, pas que, puisque effectivement, quand je vous écoute sur des prospectives et sur surtout des messages un peu plus, je ne vais pas dire empiriques, mais nobles à faire passer, nos jeunes aussi, ils ont des problématiques très, très terre à terre. Et donc, il faut aussi que nous, on travaille sur tout ce qui est soft skills, tout ce qui est besoin sociétal pour eux. Et nous, on se fait fort de les accompagner sur ce type de compétences. Parce que l'employabilité, pour nous, ne s'arrête pas simplement à de la compétence technique, mais aussi comment on s'assure que le jeune sera, on va dire, et tous les codes et cette posture professionnelle pour qu'il puisse intégrer une entreprise, quelle qu'elle soit, avec le métier dans lequel il s'est engagé. Pour cela, j'ai cette chance d'avoir un fonctionnement un peu différent d'autres structures de formation. C'est que les jeunes ont le temps d'acquérir les compétences nécessaires à leur métier. Le temps aussi d'être, certifié. Pour ça, RNCP, RS, on utilise les deux également. Et pas que, mais aussi des badges ou des open badges, comme on a pu entendre tout au long de la journée, qui sont propres à des métiers, qui sont aussi une reconnaissance du professionnalisme et de la compétence du jeune pour qu'il puisse être employable et avoir un métier. Donc voilà en tout cas nous comment on imagine l'appairage entre les métiers à venir, je dis métiers à venir, mais c'est surtout des métiers qui existent déjà. C'est surtout comment on adapte les compétences à acquérir sur des métiers qui sont peut-être ancestraux pour certains, mais qui bougent en permanence. Et comment on se doit d'être agile pour proposer les compétences adéquates à nos jeunes pour leur bien de leur futur projet professionnel. Merci André. Est-ce que, Marine, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les métiers que France Compétences a publiés sous le vocable, justement, métiers émergents? Est-ce que vous avez retrouvé des métiers dont nos intervenants ont parlé, ou bien ce sont des métiers qui sont complètement nouveaux? Et quand c'est le cas de métiers complètement nouveaux, qu'est-ce que c'est, par exemple? Alors là, plein d'exemples. Alors déjà, préciser que ces éléments de définition, on n'ose même pas dire définition, sachant qu'en fait, au sein de France Compétences, il est important de préciser qu'il y a un comité scientifique qui travaille sur ce sujet-là, ainsi que la commission de la certification professionnelle. Donc ces éléments de définition ont été posés de manière empirique au fur et à mesure de ces dernières années, puisque cette disposition existe depuis 2019, depuis la création de France Compétences. Donc, ces métiers émergents en particulière évolution, ce sont par exemple les métiers, on va dire, complètement nouveaux qui sont apparus il y a quelques années. Donc, par exemple, dans l'industrie, l'opérateur en fabrication additive. Par exemple, l'animateur e-sport qui figure sur la liste 2022. Par exemple, le product builder no-code. Sur la liste 2024, là, qui date donc de décembre 2023. Une deuxième catégorie, ça peut être par exemple les métiers qui sont issus d'une hybridation entre plusieurs métiers. Donc par exemple le responsable Green IT, qu'on va peut-être voir s'installer progressivement dans les organisations, qui est en fait un mix entre un responsable RSE et un responsable des systèmes d'information. Et on a enfin une troisième catégorie, justement, vous parliez, monsieur, des métiers ancestraux, mais dont certaines compétences ont radicalement changé. Et effectivement, on en a localisé. C'est par exemple aussi dans l'industrie, encore une fois, le technicien en électronique ou par exemple le responsable de développement industriel en bioproduction.
également à vous signaler qu'il a été fortement question de l'intelligence artificielle depuis, je crois, ce matin. Donc, inévitablement, sur la liste de France Compétences, il y a eu plusieurs métiers qui ont été en lien avec l'intelligence artificielle, et ça depuis début 2019. On a eu, sur pas mal de formes, que ce soit le chef de projet en intelligence artificielle, l'ingénieur en intelligence artificielle, le développeur en intelligence artificielle. Et à partir de ces 3 métiers, en fait, on a eu la création d'à peu près une trentaine de nouvelles certifications professionnelles, une trentaine de nouveaux diplômes sur ces thématiques-là d'intelligence artificielle. Donc, c'est quand même assez important. Et on voit qu'ils ne sont pas propres à un secteur d'activité. Ah, pas du tout, pas du tout. C'est vraiment très transverse. Effectivement, et pour vous citer aussi un autre exemple, pour illustrer cette transversalité, tous les métiers aussi qui poursuivent l'objectif de la transition écologique, ou en tout cas qui viennent y répondre. On a évidemment l'exemple, pas du TP, mais du bâtiment. Tout ce qui va évidemment porter sur la rénovation des professionnels qui vont lier à la fois la digitalisation et la rénovation du bâti. Également, tous les métiers de l'économie circulaire, il y en a plusieurs qui figurent sur la liste. Et évidemment, on va dire un début de filière de la batterie électrique, puisque depuis l'année dernière, figure sur la liste le métier de... j'essaye de ne pas déformer, c'est le pilote de ligne de fabrication de composants électriques pour la batterie électrique, donc issu des travaux de l'Observatoire de la métallurgie et issu des travaux des services à l'automobile. Nous avons également le métier de démontage de batteries électriques et de maintenance aussi de batteries électriques. Donc vous voyez vraiment tout un tas de métiers de manière très transverse, intersecteurs, qui viennent répondre à la transition écologique. Et pour finir, vous dire en quelques chiffres que depuis 2019, c'est plus d'une 60aine de métiers qui ont figuré sur cette liste. Encore une fois, ça a vocation à générer des nouveaux diplômes pour faire en sorte que le système de certification professionnelle soit vraiment en prise avec les grands enjeux qui ont été cités ce matin, à la fois numériques, écologiques et peut-être un petit peu moins présents, mais démographiques. Ça a été mentionné tout au long de la journée. Et voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Mais tout à fait, merci beaucoup. Je reviens sur la question de l'écologie, en demandant à Charles de nous parler davantage de la réponse qui a été apportée finalement aux enjeux qu'il a dressés tout à l'heure et que TP d'avenir et TP demain représentent. Donc la réponse, elle est double et elle est stratégique. D'abord, ça a été, il y a quelques années, on a lancé le projet fin 2018, la création d'une bibliothèque en ligne de contenu pédagogique en open source, ouverte, entièrement gratuite, pour toute la communauté enseignante, formatrice au sens très très large. On a développé cette bibliothèque de contenu pour commencer à toucher nos publics, donc ceux qui avaient besoin de se former en formation initiale et en formation continue, sur des sujets techniques. Ça a été la première brique du dispositif. Et la deuxième brique du dispositif, on est en train de la créer aujourd'hui, c'est que sur la base de ces contenus et de ces parcours pédagogiques, la Fédération nationale des travaux publics a créé une école qui s'appelle TP Demain, l'école de la transformation écologique, qui va officiellement ouvrir ses portes en octobre, et pour laquelle on est en train de travailler déjà aujourd'hui à la production des parcours de formation, de façon à aller au plus proche des besoins du terrain, tout profil confondu, c'est-à-dire besoin des entreprises pour s'acculturer à ces nouveaux enjeux, anticiper l'évolution du Code des marchés publics, anticiper les nouvelles approches méthodologiques, les gestes écologiques au sens large liés à l'eau, liés au tri des déchets sur chantier, liés à l'impact sur l'environnement proche du chantier. Donc, il y a une culture à produire et un bouleversement technique à opérer dans toutes les entreprises et à toutes les strates de l'entreprise. Et donc, pour ça, il a été décidé de créer une école. Et en même temps,
cette bibliothèque en ligne, open source, va continuer d'exister dans son format actuel pour aussi diffuser, à travers toute la ressource technique qui est déjà accessible, diffuser la coloration écologique. C'est-à-dire que pour construire une chaussée, on utilise certains matériaux, mais il y a aussi d'autres matériaux issus du recyclage, on en parlera. Dans la façon de produire du béton, eh bien, il faut de l'eau, mais peut-être que cette eau, elle va aussi provenir de la réutilisation d'eau de pluie captée sur chantier. On en parlera. Dans les nouvelles approches, vous parliez, madame, de la digitalisation du bâtiment tout à l'heure, on a l'équivalent, le BIM, dans les travaux publics, la digitalisation des ouvrages. Donc, toutes ces nouvelles approches vont passer et vont être insufflées auprès, on le souhaite, le plus rapidement possible, des 8000 entreprises de travaux publics de la Fédération, qui compte à peu près 300 000 salariés. Il faut qu'on puisse déployer massivement tous ces sujets auprès des acteurs de terrain et auprès également des acteurs de la formation, c'est-à-dire les CFA, c'est-à-dire l'éducation nationale, c'est-à-dire les sections travaux publics à l'AFPA. Et nous travaillons aujourd'hui avec tous ces acteurs en collaboration pour diffuser massivement ces sujets-là. Et ces ressources, ces connaissances, vous les mettez à la disposition des entreprises de votre secteur, mais elles sont très intéressantes aussi pour vos partenaires. Quand vous parlez de commandes publiques, par exemple, est-ce que les collectivités locales, territoriales, peuvent regarder vos ressources et s'acculturer aussi? Complètement. C'est de l'open source. C'est entièrement gratuit, c'est entièrement accessible. Il n'y a pas besoin de se créer un compte avec un login et un mot de passe. Vous tapez tpdemain.com sur votre moteur de recherche préféré, je ne donnerai pas de nom. Voilà, Ecosia, bien évidemment. Vous tapez tpdemain.com, vous arrivez sur la bibliothèque en ligne, vous choisissez votre rubrique et vous avez accès à tout le contenu. Il y a des vidéos, il y a des fiches techniques, il y a des documents techniques de référence, il y a des parcours de formation, il y a des e-learning. Il y a à peu près entre 2500 et 3000 contenus pédagogiques en ligne accessibles à tout le monde. Donc, avis à tous ceux qui nous écoutent à consommer sans modération. Exactement, à consommer sans modération, tout à fait. Et à faire connaître. Merci beaucoup, parce que je ne sais pas si, en effet, ces productions très riches qui sont en général conçues pour un secteur, mais très utiles à d'autres, sont toujours connues, finalement, des autres secteurs. Je ne suis pas toujours sûre. Si. On est vraiment dans une diffusion massive et on se rend compte, quand on analyse un petit peu la fréquentation de cette bibliothèque, que la branche les utilise, mais pas uniquement. Tout le monde, en fait. Beaucoup de personnes les utilisent. En faisant le lien avec la diffusion et la promotion des métiers, des compétences, je vais demander à Sosen, quelle réponse vous apportez, vous, justement, aux enjeux que vous nous avez décrits, et comment vous faites pour faire davantage connaître, finalement, les travaux d'observatoire, ces compétences, pour travailler sur l'attractivité des métiers, on en a parlé aussi ce matin, faire connaître les métiers, les compétences et donner envie d'y entrer. Parce que ça, c'est aussi une question qui a été posée par André pour l'industrie. Donc, effectivement, le premier enjeu qu'on a abordé, c'est la mission de l'Observatoire, c'est d'être en capacité d'anticiper. Parce que là, lorsqu'on nous entend, finalement, et puis ce qu'on entend autour du système de la formation professionnelle au sens large, c'est être en capacité de définir, d'écrire, déterminer quelles sont ces nouvelles compétences, mais à temps, parce que le temps qu'il y a entre l'enregistrement au RNCP, puis un organisme de formation qui se saisit justement d'une certification pour créer un parcours de formation adapté et pour que des jeunes ou moins jeunes sortent de ce parcours de formation, il s'est passé un certain nombre d'années. Donc c'est pour ça que nous, déjà, il faut qu'on soit en capacité d'anticiper. Vous l'avez dit, et là c'est le cas également de nous tous réunis, il y a des enjeux d'attractivité énormes, quels que soient les secteurs aujourd'hui. Avant, on était peut-être plus isolé dans l'industrie sur l'attractivité, mais aujourd'hui, ça concerne l'ensemble de l'économie. Et donc, il y a une concurrence finalement
entre tout le monde pour attirer. Donc aujourd'hui, le terme d'attractivité des métiers, tout le monde le porte. En revanche, on ne sait pas encore si on est plus audible les uns que les autres et si on sera en mesure en fait d'avoir les personnes dans les années à venir pour créer ce qui a été prévu d'être créé et dans les conditions de la transition écologique qui ont été également définies. Attirer, orienter. Donc nous, en tant qu'UIMM, on mène à différents niveaux un certain nombre d'actions autour de cette promotion des métiers industriels et qu'on essaie de toucher à la fois tous les publics. On parle des jeunes, mais on parle également des salariés qui sont dans l'industrie ou ailleurs en reconversion, les demandeurs d'emploi évidemment, et donc on a des canaux de communication qui sont différents selon ces publics. Ça demande des moyens, donc c'est pour ça qu'on va être en action branche de la métallurgie à travers certains outils pour les jeunes. Il y a un chatbot qui a été créé qui s'appelle Yumi pour répondre aux 13-18 ans sur leurs questions d'orientation. Il y a des partenariats dans le cadre de la campagne Fier de faire avec des youtubeurs et des influenceurs pour faire connaître justement des secteurs ou des métiers particuliers. Et puis on après, va demander à l'équipe de la régie s'ils peuvent passer le film. Ah voilà, oui. Voilà. Et justement, c'est au niveau interindustriel, et c'est l'objet de ce film, pour toucher le grand public. Le grand public, c'est tout le monde, c'est des parents, c'est des enseignants, et c'est la société au sens large. Et donc là, vous avez un petit clip court, justement, qui est diffusé depuis un peu moins d'un an, avec 2 grands temps de campagne et un récemment qui a repris avec des campagnes dans les abribus, au cinéma, à la télévision. Et donc si on peut le passer, effectivement, voilà, c'est l'occasion. Si c'est possible de passer le film maintenant. On a un geste, un film qui va arriver, un petit clip. Voilà. Merci. On ne construit pas des structures métalliques pour les guerres de demain. On construit les hasards de la vie. On ne conçoit pas les vêtements d'aujourd'hui. On conçoit la liberté d'être soi. On ne distille pas des parfums. On distille des coups de foudre. On n'imagine pas l'avion de demain. On imagine des aventures à l'infini. On ne développe pas des biothérapies innovantes. On développe la fureur de vivre. Avec l'industrie, on a un avenir à fabriquer. Découvrez-nous avec l'industrie.fr. Merci de nous avoir permis de diffuser donc ce clip qui est pour l'interindustrie. C'est la campagne en lien avec l'OPCO 2I. Et puis peut-être avant de repasser la main, l'une des actions emblématiques que l'on souhaite voir dans les années à venir, c'est, et on a fixé un objectif ambitieux au niveau de l'UIMM, c'est l'augmentation du taux de féminisation dans nos métiers. Aujourd'hui, l'industrie, c'est un peu moins de 23% de femmes. Et donc, pour les 5 prochaines années, l'UIMM ambitionne d'augmenter ce taux de féminisation de 10 points. Donc, ce n'est pas que de la communication, parce qu'augmenter de 10 points, ça veut dire vraiment faire un travail de fond sur les images, les stéréotypes, les manières d'attirer dans les formations les jeunes femmes et moins jeunes aussi. Voilà. Donc, c'est la réponse qu'on souhaite apporter dans l'avenir. Et c'est un travail qui porte ses fruits. Il y a un engouement quand même pour certains métiers. Oui, l'engouement pour certains métiers, on l'a dit. En fait, ces métiers correspondent depuis tout temps en fait à des profils différents, et les personnes qui exercent ces métiers en témoignent d'ailleurs aujourd'hui, et c'est pour ça que les entreprises
ouvrent leurs portes et doivent plus ouvrir leurs portes pour que les salariés montrent leur métier, soient fiers de témoigner également de ce qu'ils font. Donc oui, ça y est, ces métiers-là continuent à attirer, mais sont en compétition entre eux aussi. Oui. Je parlais de féminisation aussi. Pardon. Alors, sur la féminisation, globalement, tous les métiers sont en retard. On a un angle, effectivement, qui peut être intéressant et qui a été développé dans le secteur du numérique autour de la féminisation des métiers du secteur du numérique. Et c'est un des angles que l'on va essayer d'explorer autour des métiers industriels avec forte compétence numérique pour effectivement mener des actions envers des femmes qui sont éloignées de nos métiers. Merci. Je vais demander à la régie de remettre tout à l'heure le slide qu'on a devant les yeux. Et à André de nous dire ce que vous avez choisi, vous, comme réponse, ce qui vous semble le plus important, finalement, par rapport à l'industrie, pour répondre aux enjeux que vous nous avez évoqués. Alors nous, notre public étant que composé de jeunes en situation de recherche d'emploi, ce qui nous apparaît surtout important, c'est de pouvoir les accompagner, de pouvoir les aider, leur faire prendre conscience qu'ils ont du potentiel pour intégrer les métiers du monde de l'industrie et un peu du bâtiment, puisqu'on a aussi du BIM. Donc on a vraiment de forts enjeux là-dessus, et c'est pour cela d'ailleurs que les équipes qui composent l'industrie ne sont pas que des formateurs techniques, mais on a tout un pool d'assistantes, une assistante sociale entre autres, qui permet aussi de pouvoir accompagner le jeune dans ses démarches et dans sa vie quotidienne. J'ai coutume de dire qu'on peut avoir la plus belle pédagogie du monde, si le jeune ne sait pas quoi manger ou dormir le soir, on ne fera pas grand-chose en termes de formation, et lui-même ne se sentira pas concerné pour intégrer un métier et par son employabilité dans l'immédiat. Donc on travaille beaucoup sur ces champs-là. On s'associe aussi avec les entreprises. Même chose, on n'a pas d'obligation dans nos formations d'aller dans le monde industriel. Je trouve juste inconcevable de proposer une formation du monde industriel sans y mettre les pieds. Donc ça peut exister, malheureusement. Mais nous, tous nos jeunes, en tout cas, font des périodes de stage qui est adaptée à la demande et aux besoins de l'entreprise, et qui permet d'acquérir comme ça une expérience professionnelle avant même de pouvoir sortir de formation et d'être employable. Donc on essaye d'avoir tout ce package de conditionnement du jeune pour qu'il puisse avoir toutes les cartes dans ses mains pour mettre en avant ces compétences qu'il acquiert. On parlait beaucoup de passeport de compétences. J'en ai entendu encore sur la table ronde précédente. Nous aussi, on a défini des référentiels compétences, des référentiels métiers, comme beaucoup de monde, où on intègre aussi des notions d'habilitation, de soft skills, qui sont très chères, à mes yeux, à nos yeux. Et surtout, le job que l'on fait actuellement, puisque beaucoup parlent de passeport de compétences, mais c'est aussi comment les évaluer, ces compétences, qui est sûrement simple quand on en parle, mais ô combien difficile quand on est devant un poste de travail. On se dit, mais comment fait-on pour dire il a ou pas cette compétence? Et donc on mène aussi toute cette réflexion, et en fait on est en train aussi de créer notre passeport d'évaluation, qui permettent de faire le lien avec les compétences acquises. Et ça donnera d'autant plus de valeur pour le jeune, parce que certains ne vont pas au bout de la formation pour tout un tas de bonnes ou de mauvaises raisons, mais au moins pour à chaque fois certifier de son état d'avancement, de son état d'acquisition des compétences, que ce soit dans l'intégralité d'un métier ou partiellement sur un métier. Et donc c'est tout cet accompagnement qui, pour nous, est vital pour l'employabilité et le développement des jeunes, et surtout pas leur réinsertion, puisqu'ils ne sont pas tous en situation de précarité absolue, mais de pouvoir intégrer le monde industriel dans des meilleures conditions possibles. Merci. Dominique, par rapport à cette électrification
général des métiers, que faites-vous pour préparer vos publics, vos salariés à ces nouvelles compétences, ces nouvelles approches et ces nouveaux métiers? Et d'autre part, comment est-ce que vous les préparez aujourd'hui et pour demain? Oui, alors c'est vrai qu'en tant que centre de ressources pour l'emploi et la formation, une fois que l'Observatoire a donné les grandes orientations et qu'elles ont été partagées avec la profession, on va travailler l'ingénierie de dispositifs et l'ingénierie de certification pour faire le lien avec ce qu'évoquait Marine Grinaldi sur l'émergence de nouveaux métiers liés à la batterie, puisque qui dit véhicule électrique dit construction de batterie, et donc dans un objectif de durabilité à la fois des véhicules, des batteries et de leur recyclage, eh bien, on va s'attacher, suite à la reconnaissance de ces métiers émergents, à construire les certifications correspondantes, donc technicien de maintenance de batterie et technicien de recyclage de batterie, pour qu'on puisse effectivement former des jeunes et des demandeurs d'emploi à ces nouveaux métiers et qu'ils puissent effectivement opérer sur ces nouvelles technologies. Donc là, on est vraiment sur des métiers émergents, mais c'est vrai que, comme je l'évoquais tout à l'heure, comme on est sur une électrification progressive des parcs roulants, en fait, on va en fait intégrer les nouvelles compétences liées à l'électrification du parc dans l'ensemble des certifications, qu'elles soient de la branche, mais également dans les diplômes d'État. L'Éducation nationale nous associe à la refonte des diplômes, donc de CAP, Bac Pro, BTS, pour ajouter ces compétences liées à l'électrification des véhicules, et qu'un jeune qui rentre aujourd'hui dans une entreprise soit capable d'intervenir à la fois sur un véhicule thermique, puisque c'est 98% du parc roulant, mais également sur les 2% de véhicules électriques. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que le risque électrique, c'est un risque qui est nouveau dans nos ateliers. Et donc, on a ajouté très récemment l'ensemble des habilitations électriques pour sécuriser les véhicules, pour pouvoir intervenir, ne serait-ce que pour changer des pneumatiques. Il faut mettre le véhicule hors tension pour que le technicien qui intervienne soit sans danger dans ses interventions. Donc ça, c'est vraiment une culture nouvelle que j'imagine le bâtiment et le travaux publics connaissent depuis fort longtemps, mais que nous, on intègre vraiment très, très récemment. Donc ça, c'est vraiment le socle, la sécurité électrique. Et puis, nous avons également conçu pour les salariés qui sont en place 2 certificats de compétences de branche qu'on souhaite inscrire au répertoire spécifique dans les mois à venir également, qui est la maintenance des véhicules à batterie, et puis également le conseil en électromobilité. Parce que nous, en tant que citoyens, quand on doit louer une voiture et qu'on va nous proposer un véhicule électrique, quand on doit recharger sur une aire d'autoroute son véhicule électrique, on a besoin de conseils. Et donc, ce conseil en électromobilité va s'adresser à tout le panel de nos métiers, toutes les personnes qui sont en fait confrontées au public et qui doivent les accompagner dans cette transition écologique. Voilà, donc c'est tout un panel de solutions en matière de certification. Et puis, on est là également pour accompagner l'appareil de formation et donc pour former les enseignants, former les formateurs en centre de formation d'apprentis sur ces nouvelles technologies et sur ces thématiques de l'électrification du parc. On voit comment ces transformations que vous évoquez connaissent engendrent de nouvelles transformations dans des périmètres connexes. Et en effet, les métiers sont bouleversés dans leur cœur de métier, mais aussi dans leur périphérie. Complètement. Et dans leur relation avec les usagers, oui, avec les partenaires. Oui, nous, on est vraiment face aux usagers. Oui. Et même ne serait-ce que pour préparer son permis, préparer son permis sur un véhicule électrique, c'est pas la même chose qu'un véhicule thermique. Et on voit bien que nos professions s'adaptent également à ces évolutions. Ouais. André, vous faites évoluer aussi comment vous préparez demain? Vous faites évoluer vos formations, vos formateurs, vos partenaires? Si c'était facile. Alors, faire évoluer les formations, c'est indispensable aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup de choses qui viennent impacter tous les métiers. On parlait de l'intelligence artificielle, mais pas que. Donc, nous, on se doit d'écouter
que ce soit les entreprises, aussi les différents observatoires, enfin vous en l'occurrence, hein, pour pouvoir faire évoluer nos formations, que celles-ci prennent également sens au regard de ce qui vient d'être évoqué actuellement sur des points RSE, enfin écologiques et autres. Par exemple, en maintenance, on va rencontrer des modules de formation maintenance avec une considération écologique, juste dans le réglage d'un compresseur, par exemple. Ça peut paraître anodin, mais ça n'existait pas il y a une quinzaine d'années où on se foutait royalement de l'aspect écologique. Après, le plus complexe, c'est d'accompagner nos formateurs, puisque nos formateurs sont des formateurs actuels sur les métiers de demain. Donc, eux-mêmes aussi se doivent d'être formés pour acquérir ces nouvelles compétences. Et c'est toute la difficulté d'être, je veux dire, d'avoir un coup d'avance dans le monde de la formation pour je vois juste le titre métier à venir. On n'a pas forcément toutes les clés sur les compétences formatrices pour les métiers à venir. Donc c'est aussi, je veux dire, un vrai jeu pour nous de faire évoluer nos formateurs, de leur faire acquérir ces compétences pour qu'ils puissent eux-mêmes ensuite transmettre, ou de faire appel aussi à des personnes qui sont en situation professionnelle et qui peuvent faire partager leurs histoires, je veux dire, leur vécu, pour montrer aux jeunes que le fait, j'entendais tout à l'heure en soft skill, d'apprendre à apprendre fait partie je veux dire, du quotidien de tout à chacun, que ce soit des jeunes. Nous, à l'industrie, on parle de l'employabilité de nos jeunes qui sont en formation. Moi, j'ai vraiment à cœur d'avoir aussi cette employabilité pour nos équipes pédagogiques. C'est juste inconcevable de mettre de côté nos formateurs, de leur dire mais continuez à parler de maintenance tel que vous le faites il y a 5 ou 10 ans. Donc c'est vraiment c'est toute une réflexion que l'on a autour de notre structure de formation, c'est de se dire, effectivement, quand on acquiert et que l'on identifie des bouleversements dans nos formations, que l'on intègre de nouveaux modules, que l'on fait bouger, je veux dire, au gré des besoins industriels, aussi de pouvoir répondre avec les acteurs qui viennent former nos jeunes et qui ont ces compétences. Et c'est pas toujours facile. Merci. Saucène, ce coup d'avance, comment vous le jouez par rapport à l'UMM? On essaye, hein, on va être humble collectivement. Je vais m'attarder un petit peu sur les certifications de qualification professionnelle, donc c'est les CQP. Marine l'a mentionné en introduction, la certification au sens large comprend les titres, les diplômes donc du ministère du Travail, de l'Éducation nationale, et la troisième jambe, si j'ose dire, c'est celle à la main des acteurs paritaires, donc des branches. Et donc, ce sont ces certifications de qualification professionnelle qui en gros, sont créées pour attester, en fait, de la compétence d'un salarié par rapport à un emploi ou une activité qui est énoncée. Donc ça s'adresse à tous les publics, des jeunes, des salariés, des demandeurs d'emploi. La manière dont ça s'opère, et c'est vrai que quand on assiste aux autres tables rondes et qu'on entend l'émergence des notions de badge ou de micro-certification, ce que nous, on pense pour l'instant, c'est déjà faisons marcher nos systèmes actuels de certification qu'on estime, en tout cas en tant que branches complémentaires les uns avec les autres et qui répondent à des besoins différenciés. Et donc, comment cela se passe? Il y a déjà des professionnels qualifiés qui sont en capacité donc d'évaluer les compétences actuelles du salarié et de mesurer quels sont les blocs de compétences qu'il doit acquérir pour atteindre l'objectif donné. Dans certains cas, la formation est nécessaire. Donc, il y a des organismes de formation qui sont habilités à délivrer ces CQP. Pour vous donner un ordre de grandeur, pour la métallurgie, c'est 430 organismes de formation certi métal. Donc l'offre, elle est présente déjà dans les territoires, et donc il faut la faire connaître, il faut la promouvoir. Et donc ensuite, c'est l'évaluation par des jurys paritaires de ces salariés ou autres publics, et pour délivrer ces CQP. Donc nous, on a cet enjeu de faire entrer tous nos CQP au RNCP.
et qui répondent aux enjeux des entreprises de la métallurgie. Donc ça, c'est effectivement un premier niveau de réponse. Et puis, en rebond, on l'a pas forcément... Enfin, on l'aborde, mais l'apprentissage est évidemment au cœur de notre, de notre système de pensée. La pédagogie de l'alternance est très importante pour nous. Tout à l'heure, on voyait un triangle avec l'apprenant, le savoir et le formateur. Nous, le troisième triangle, c'est l'entreprise, justement, et une pédagogie par l'alternance qui permet de passer d'un centre de formation à l'entreprise et où l'apprenant est effectivement au cœur de ce système. Merci, et de retrouver justement la réalité du métier dans l'entreprise, ce dont parlait André tout à l'heure. Il nous reste vraiment quelques petites minutes avant de clore cette table ronde. Ma question va s'adresser à Marine, et en redemandant à la régie, si vous voulez bien, de nous mettre le dernier slide qu'on avait vu tout à l'heure sur les réponses que vous faites à vos publics. Comment vous préparez vos publics ou les publics finalement à ces métiers nouveaux et ces métiers en émergence? Alors déjà, je dirais que la prochaine fois, je demanderai à une IA de faire un slide un peu plus sympa. Parce que pourtant, ce rose est dynamique. En fait, la réponse, c'est finalement la complémentarité de nos publics. C'est-à-dire que ce ne sont pas des étapes, ce sont en fait des travaux qui s'alimentent les uns avec les autres. Même si effectivement, le point d'entrée, c'est bien le fait de consulter les branches et les fédérations professionnelles et l'observatoire pour pouvoir nourrir cette liste. Et donc, pour ce faire, les branches et les fédérations peuvent trouver notre appel à contribution qui est actuellement ouvert et disponible sur le site de France Compétences. Donc, je lance un appel. Si vous souhaitez effectivement nous faire remonter des contributions, des idées de métiers, en particulier évolution en émergence, que vous auriez identifiées. Donc ça, c'est vraiment le premier grand pilier. Le second, c'est que une fois qu'on a établi cette liste, c'est bien l'écosystème des certificateurs, des organismes certificateurs, ou de ceux qui voudraient le devenir, de se saisir finalement de cette liste. Donc actuellement, sur cette liste que vous pourrez retrouver sur notre site avec un guide pédagogique. Donc il y a actuellement 29 métiers auxquels vous pouvez répondre. Vous pouvez proposer, donc là aussi, appel, vous pouvez proposer des projets de certification professionnelle sur ces 29 métiers. Et ils seront étudiés dans le cadre d'une procédure dite dérogatoire qui se veut un peu accélérée, puisque pour ceux qui connaissent les critères d'enregistrement, il n'y a pas la nécessité de fournir les 2 promotions. Donc mécaniquement, on augmente de 2 ans presque la création de ces certifications professionnelles. Après, quand même, donc, processus de décision de la commission de la certification professionnelle. Et le troisième pilier, c'est quand même la finalité de tout ce que nous faisons ici, je dirais, depuis ce matin, c'est de pouvoir mettre à disposition des diplômes, des certifications et des formations qui soient vraiment en phase avec des nouveaux métiers, des nouvelles compétences. Et donc là aussi, ça se trouve sur le site de France Compétences, c'est donc bien le RNCP et aussi le répertoire spécifique dont on a touché un petit peu du doigt les thématiques. Donc là, ça s'adresse vraiment à la fois aux conseillers, aux professionnels de la mobilité et de l'évolution professionnelle, également aux acheteurs publics, aux acheteurs privés, les entreprises, et aussi au grand public, tous les parents qui peuvent avoir des questions, des doutes, ou même les jeunes qui souhaitent avoir un petit peu plus d'informations sur les certifications professionnelles reconnues par l'État. On peut avoir pas toutes les réponses, mais quelques réponses quand même aux répertoires nationaux. Merci beaucoup. Donc cela, c'est l'illustration de ce processus d'identification, de formalisation des compétences, d'invention d'une nouvelle certification qui va déboucher sur une formation et un conseil d'orientation. La Cité des métiers, par exemple, a besoin, avec ses conseillers, de ces références pour renseigner le grand public. Charles, le mot de la fin sera pour vous.
je ne sais pas s'il sera écologique, en tout cas TP. Et donc, comment vous préparez, vous, aujourd'hui, vos publics pour demain? Vous avez déjà levé le voile sur l'ensemble de ressources. On essaie, et c'est très compliqué, nos publics sont partout. Il y a nos publics en formation initiale, il y a nos publics en apprentissage dans les CFA, il y a tous les publics potentiellement en transition professionnelle. Ils sont partout. Et on a appréhendé ce sujet-là en disant finalement on devait trouver un moyen simple de les toucher tous. Voilà. Et finalement, on a joué la carte du réseau au sens d'Internet, c'est-à-dire que cette bibliothèque TP Demain dont je parlais tout à l'heure, lorsqu'on a conçu l'ensemble des contenus, et ça n'a pas été une mince affaire, et on est toujours en train d'en concevoir d'ailleurs, on est parti du principe que réaliser une tâche professionnelle, donc poser une bordure, réaliser un branchement d'eau potable, poser un fourreau de réseau électrique, réaliser un geste professionnel à partir d'un savoir professionnel, qu'on soit demandeur d'emploi, qu'on soit en formation initiale, qu'on soit en formation continue parce qu'on est dans une entreprise, de toute façon, le geste, c'est le même. Donc, on a délibérément choisi sur nos contenus pédagogiques d'avoir une entrée métier, complètement assumée. Ceci étant dit, notre bibliothèque, nous sommes en train de la brancher sur toutes les têtes de réseau possibles pour toucher un maximum de monde. Donc, à travers le dispositif GARE, nous sommes en train de toucher 9000 établissements d'éducation nationale. Nous sommes en train de nous brancher à Aptis, qui est la plateforme d'apprentissage du 3CA BTP, parce qu'il y a des sections travaux publics dans les CFA du BTP. Nous sommes en train de brancher TP Demain sur Métis, qui est la plateforme de l'AFPA, et également sur des plateformes de distribution de contenu vidéo qui vont directement dans les majors, donc Bouygues, Eiffage, Colas, Vinci, etc. Donc cette bibliothèque est en train de devenir un cœur de contenu pédagogique, open source, gratuit. Je le répète parce que c'est assez novateur comme approche. On a fait exploser les silos. Et maintenant que cette bibliothèque existe, on essaie de la brancher partout et on est en train d'y arriver pour qu'elle diffuse tous ces contenus techniques, innervés de sujets liés à la transition écologique dans nos métiers, partout dans les environnements où on forme des gens et donc des futurs salariés des TP. Voilà comment on s'y prend. Eh bien, un très grand merci à vous, à chacune et chacun des intervenants. Nous en savons un peu plus sur les métiers et compétences à venir. Nous avons compris qu'il en restait encore beaucoup plus à découvrir, que tout bouge, mais que chacune et chacun de nous est concerné. Et merci pour toutes vos illustrations.